Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le numéro 108, le premier de cette année 2022. Donc avant toute chose, bonne année à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Et on va parler donc avec Pierre pour commencer. Comment ça va ? Écoute Cyril, bonne année, ça va bien, merci. Salut à tout le monde et puis heureux de reprendre. Ah, t'es heureux de redémarrer dans le sable et... Ouais, le Dakar, c'est marrant. Non, mais même de reparler un peu moto. Ouais. Notre débrief, on le fait un peu tardivement, mais au moins on le fait après tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Parce que fin novembre, quand tout le monde a sorti son débrief de fin de saison, je pense qu'on saturait un peu tous. Là, ça fait du bien, je pense. Alors oui, moi j'ai pas mal saturé fin d'année sur les podcasts. Voilà. Mais bon, ça fait plaisir effectivement de reparler moto aussi avec Paul. Comment ça va ? Ça va bien, bonne année à tous les deux. Pareil, moi je suis prêt là, j'attendais le débrief avec impatience, la nouvelle saison va commencer, donc là moi je suis au taquet. Ouais, alors ça va commencer, il y a encore le temps de présenter justement les petites choses qui vont arriver dans cette saison 2022. Et on va commencer évidemment par un premier débrief donc sur les catégories Moto I, Moto 3 et Moto 2. Donc à commencer par les motos qui font gzz, avec les 5 premiers du championnat, avec Alessandro Zaccone qui est 5e avec 80 points, 4e Eric Granado avec 84, 3e Matteo Ferrari avec 86, 2e Dominique Egerter avec 93, Jordi Torres, donc qui est vainqueur de la Coupe du Monde Moto E avec 100 points. On va en reparler un petit peu de tout ça. Donc les différents vainqueurs durant cette année, donc Zaccone, Ponce, Tulovic, Torres et Ferrari en ont gagné une, Granado en a gagné 2. Et on va parler un petit peu de cette saison Moto E. Alors Paul, en point fort, tu avais noté pas mal de spectacles. Ouais, j'ai trouvé que cette saison c'était vraiment intéressant. On le voit dans le nombre de vainqueurs en plus, et puis par rapport à certaines catégories, dont une dont on va parler, il y avait vraiment de la bagarre sur les courses. Même si c'est des courses, au moins on avait de la bagarre devant, du dépassement, moins de chutes dues au poids des machines, j'ai trouvé. Par rapport aux premières saisons, on voyait qu'ils se faisaient un peu emporter, et résultat on avait vraiment du spectacle en piste. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça commence vraiment à bagarrer. C'est une course que je regarde vraiment avec plaisir. Ouais, Pierre, tu voulais rajouter un petit mot sur ce point-là ? Ouais, je suis tout à fait pareil. C'est effectivement une catégorie qui est intéressante à regarder, qui prend pas beaucoup de temps en plus dans la journée. Les courses sont rapides. Non, mais voilà, si tu cumules 4 courses, 1 heure chacune, si tu regardes un peu la grille et après le podium, ça fait une grosse journée. Mais là, tu allumes ta télé, t'as 20 minutes de course, c'est cool, quoi. Ce qui est un peu dommage, encore une fois, c'est qu'il y a, pour moi, on va pas encore parler des points dommageables. Donc on va rester, non, vraiment, c'est une catégorie qu'il faut regarder. Un niveau très serré entre les machines et les pilotes. Donc comme tu as dit, les vainqueurs, etc. Il y a eu presque autant de vainqueurs qu'il y a eu de courses en fait. Donc donc c'était vraiment bien. Ouais, moi c'est ça, je te rejoins un peu sur ce côté-là, c'est-à-dire que moi la première saison, je l'ai vue un petit peu comme une saison à mi-chemin entre le sportif et la démonstration, c'est-à-dire qu'il y avait, on en avait déjà parlé, hein, il y avait un mix un petit peu bizarre, donc tout le monde n'était pas là pour aller vite. Et là, d'une part, il y a des pilotes qui commencent à avoir de l'expertise dans les machines, c'est-à-dire pas nécessairement dans le réglage, je pense pas, parce qu'ils doivent pas nécessairement avoir beaucoup de latitude, mais ils commencent à savoir les manier de manière plus intelligente pour pouvoir dépasser. En première saison, on avait vu très peu de dépassements. Là, on commence à avoir des pilotes qui je dirais pas qu'ils prennent de l'habilité, hein, parce que c'est encore des motos qui manquent justement de souplesse et d'agilité, mais on commence à avoir un plateau qui est un petit peu plus resserré, compétitif. Donc c'était une saison qui était
Ouais, qui était bien pour ce côté-là, mais en déception, Paul, je vais te laisser démarrer pour parler de l'attribution du titre, parce que c'était quelque chose de, comment dire, Moi, particulier. j'avais rocambolesque. Pour être poli, parce que très honnêtement, quand t'as la saison qu'on a eue, une bagarre jusqu'à la dernière course où les 2 premiers se bagarrent en piste, pour au final attribuer ça, t'es devant ta télé et t'attends gentiment que la direction de course, je prenne sa décision. T'en as un qui pleure, t'en as un qui est heureux. Tu vois un team qui va pour se plaindre, t'as un autre qui saute partout, pour au final attendre plusieurs longues minutes pour t'apercevoir que le titre est attribué sur une pénalité qu'on comprend pas, on comprend pas vraiment le temps qui est donné. C'est dommage de finir là-dessus. Vraiment, ça gâche un peu la fin de saison, je trouve. Alors moi j'ai revu un petit peu justement ce passage-là, parce que bon, c'était après il l'explique, c'est-à-dire qu'il considère que c'est une conduite irresponsable, et ils attribuent un ride-through, et ils ont considéré qu'un ride-through c'était 38 secondes. Donc moi je comprends pas le ride-through, donc voilà. Après je trouve que c'est dommage de finir une saison là-dessus, quoi. Je sais pas ce que t'en dis, Pierre. Moi je vais même plus loin. Je trouve qu'on a volé le titre à Agartha. On peut même parler de Mafia espagnole, parce que c'est Jordi Torres, un espagnol, qui est finalement titré. Je vais pas me faire des amis. Non, c'est du la moto quand même, c'est difficile de se faire des ennemis quand même. Non, mais ce que j'aime pas, c'est pas la pénalité. Éventuellement, on peut se dire que la pénalité est raisonnable. C'est que c'est une pénalité qui, comme par hasard, ajoute le nombre de secondes pile nécessaires pour que le titre n'aille pas à Agartha. C'est ça qui est dommage. Encore une fois, la direction de course s'est justifiée. Je trouve que les arguments, ils sont un peu bancals. Tout en sachant qu'à côté de ça, Agartha, il faisait 2 saisons de compétition au plus haut niveau mondial avec le World Super Sport 600. Donc, pour moi, on va dire que c'est un sorte de champion moral. On va revenir aussi à ça. Cette année, c'est Agartha. Après, grande classe quand même, il s'en est pas trop épanché dans les médias, mais je pense que ça restera une déception pour lui. Il remet le couvert l'année prochaine. J'espère vraiment que cette fois, il va pouvoir aller au bout, en tout cas notamment sur la piste. Et justement, le move pour lequel il est sanctionné, est-ce que tu trouves que c'est, comme ils l'ont dit, que c'est de la conduite irresponsable ? Non. Non, pour moi, c'est de la course. Pour moi, c'est de la course. Ouais. Encore une fois, des fois, on a vu que c'était sanctionné, des fois, on a vu que c'était pas sanctionné. Il y en a qui, voilà. Là-dessus, on peut débattre des heures. Je pense que tous les arguments sont entendables. Je pense que c'est sanctionnable, mais je pense pas que, même si c'est sanctionnable, que la pénalité, elle soit adaptée à ça. Qu'est-ce que t'en dis, Paul ? Moi, je rejoins Pierre. Il met les mots sur exactement ce que je voulais dire. En plus, là, on est sur un vide qui s'est produit quasiment toute l'année, où, comme ils n'ont pas de barème précis en direction de course, au final, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et moi, je l'avais dit sur la dernière course de Moto-E, j'ai l'impression en plus qu'ils se sont dit, dans ma tête, après c'est certainement pas ça, mais pour moi, ils se sont peut-être dit aussi, attends, Agartha, il est en train d'atomiser le Super Sport, il va pouvoir prendre un titre là-bas, donc si on l'en prive, c'est pas trop grave, comme ça, c'est un autre qui l'a, et puis c'est pas dramatique, il va se consoler avec le Super Sport. Voilà, c'est dommage, c'est une pénalité qui est, comme elle a pas de fondement en elle-même par rapport au règlement de un temps de seconde prévu, ça donne l'impression que c'est fait pour arranger quelqu'un. C'est fait la petite semaine au doigt mouillé, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Après, le mouvement, pour moi, c'est pareil, c'était de la course, ça faisait, ils ont fait un dernier tour de folie, voilà, chacun a dépassé, il y a un moment, il se passe ce qui se passe une fois sur deux dans ces cas-là, ils se touchent, ils sont grands, hein, c'était de la course, voilà, c'est comme ça. Mais c'est dommage de finir la saison là-dessus. Ouais, moi c'est ça qui est le plus frustrant en tant que spectateur. Après, ça va être dans le prolongement aussi sur ça. Mais je voulais que tu donnes aussi une autre déception, Pierre, que tu as noté dans le déroulé. Ouais, je vais même en dire 2 qui sont un peu les mêmes. Après, la seconde s'explique plus.
Je disais que c'était plus le peu d'évolution de la machine depuis 3 ans. Ouais. Je trouve que même s'il y a des améliorations qui ont été annoncées en grande pompe, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus de tours, donc parce que l'autonomie s'améliore, que ils ont apporté des chargeurs de batterie portables sur la grille de départ après le tour de chauffe pour justement aussi prolonger l'autonomie, etc. Bon bref, je trouve que la machine a vraiment stagne, vraiment à part les batteries. Je trouve que c'est très très peu de choses nouvelles. Et le deuxième point, c'est les circuits qui sont capables d'accueillir Moto-E. Ils sont pas plus nombreux qu'au départ. Au contraire, du coup, maintenant, ça a l'air d'être entré dans les habitudes de faire 2 fois 2 courses sur le même circuit. Moi, ça me dérange pas de faire 2 courses sur le même circuit, hein. Franchement, ça me va, une samedi, une dimanche, pourquoi pas. Mais c'est surtout amener d'autres circuits en Europe à pouvoir avoir l'infrastructure pour accueillir les Moto-E. Ça manque franchement de ce point de vue-là. On a l'impression qu'il y a eu une volonté de départ, mais qu'après, l'accompagnement n'est pas tout à fait suffisant côté Dorna pour pousser les circuits à faire les investissements nécessaires là-dessus. Et côté Energica, ils investissent pas assez côté moto, mais ça doit coûter énormément cher, ça je dis pas. Mais... Ça va... Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. Surtout, moi, je trouve que c'est le contexte qui a pas aidé, puisque les 2 dernières saisons sont quand même très compliquées à gérer. T'ajoutes à ça le gros souci technique de la première saison avec l'incendie avant que la saison commence. Donc c'est au final 3 saisons qui ont du mal à créer une vraie dynamique de l'engouement de la part des spectateurs. Je trouve que il y a pas de se fait pas boule de neige, quoi. C'est-à-dire ça fait quand même 3 saisons et déjà aussi le fait que les droits soient décorrélés du Moto 3, Moto 2, Moto GP, ça aide pas. C'est-à-dire qu'un diffuseur comme Canal, il diffuse pas les courses. Oui. Je trouve que c'est dommage, hein, parce que après ils auraient peut-être personne devant la télé, hein, mais je trouve que c'est dommage parce que ça c'est dans le prolongement des 3 autres catégories, mais ils arrivent pas à créer de dynamique. C'est ce que tu dis aussi, manque d'évolution. Donc c'est un peu dommage. Après ouais, ben Paul, tu peux parler aussi de la suite, quoi, c'est-à-dire du changement de constructeur qui va arriver. Bah, c'est ça, moi j'ai trouvé ça surprenant en plus, parce que bon, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais c'est une catégorie qui se veut une sorte de vitrine technologique quand même, et puis qui est amenée à être a priori une évolution de ce que peut être la moto plus tard. Donc je m'attendais vraiment pas à ça quand ils ont annoncé que ça s'arrêtait. Bon, pourquoi pas, remplacé par Ducati, qui à la base avait pas de moto électrique dans sa gamme tout entière. Bon, pourquoi pas. Là, bon, on a vu l'ébauche de la moto électrique Ducati, elle est dispo sur internet, donc effectivement, bon, très bien. Après, j'ai pas compris, mais je laisserai Pierre après préciser dessus, mais moi j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là ne pas introduire directement un nouveau constructeur en plus. Ça pourrait bénéficier j'aurais trouvé que ça faisait bénéficier à la catégorie, peut-être plus de pilotes, un peu de concurrence, qui aurait justement peut-être incité les deux à se tirer vers le haut, justement. Ouais, qu'est-ce que t'en dis, Pierre ? Ouais, bah, j'ai pas l'explication. Enfin, je vais donner mon explication. Après, je sais pas comment ils font dans les compétitions auto électriques. Mais je pense qu'en moto, c'est difficile de faire les multimarques aujourd'hui parce que Energica, ils ont fait leur propre choix technologique qui correspondent peut-être pas à ceux que veut faire Ducati. Et d'autres, peut-être que Honda et Yamaha, sur des gammes électriques, ils sont en train d'étudier, ils ont peut-être fait encore d'autres choix. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'amener quelqu'un, notamment une marque qui fait des moteurs thermiques, dire investissez dans l'électrique et de lui imposer ensuite des restrictions sur les technologies qu'il doit mettre en place, qui, si ça se trouve, ne vont pas correspondre à ce qu'il veut mettre en place pour lui ensuite récupérer des technologies pour mettre ça sur des motos de route. Parce que Ducati, son choix, ils l'ont dit déjà en 2019, c'est d'amener rapidement des motos électriques sur le marché du grand public. Donc voilà, je pense qu'ils vont se servir de cette vitrine vraiment pour développer ce secteur qui aujourd'hui ils partent de zéro. Donc c'est ça. Par contre, je trouve vraiment que sur le coup, Energica s'est totalement fait avoir par la Dorna et Ducati parce que il y a eu aucune rumeur sur le sujet, tout s'est fait en sous-main. C'est tombé d'un coup que Energica serait plus le constructeur après 2023 et le lendemain on savait que c'était Ducati, quoi. Donc c'était très bizarre la façon dont ça a été fait.
Ouais, c'est comme tu dis, hein, ça fait vraiment coup de couteau dans le dos, quoi. C'est ouais, on va arrêter avec Energica, et tu dis c'est con parce que, voilà, si t'arrêtes avec Energica, qu'est-ce que tu fais après? Puis le lendemain, on va continuer avec Ducati. Là, tu fais, d'accord. Ok, donc t'as de la suite dans les idées, mais tu peux pas le dire tout de suite, quoi. Et ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Après, de toute façon, s'ils veulent pérenniser la catégorie, il faudra passer par du multimarque. Qu'il le veuille ou non, il faudra y passer. Donc, c'était l'opportunité de le faire. Avec des disparités, mais des disparités, il y en a dans toutes les catégories. Qu'elles soient, il y a aucune catégorie qui est 100% identique. Des fois, il y a des châssis qui sont très dominants et voilà, c'est comme ça. Mais il y a aucune catégorie où tu as le même attelage châssis moteur, quoi. Donc c'était l'occasion d'avoir un nouvel acteur dans l'équation, et ça aurait pu ça aurait pu amener quelque chose d'intéressant. Ouais, ils ont choisi une autre voie. C'est un peu dommage. Après, on va voir comment ça va évoluer. Le problème, c'est que les pilotes, ils ont pris en main la moto pendant 3 ans pour certains. Ils vont faire une dernière saison dessus en sachant que l'année prochaine, ça va être autre chose. Je trouve que c'est un peu dommage. D'autant que ça avait été fait aussi à l'époque, ça remonte à quelques années maintenant, mais quand il y avait trop de disparités, on avait du mal à monter la grille en MotoGP, la Dorna avait quand même créé les CRT qui étaient, on avait une double grille on avait une course dans la course, mais ça a fini par amener le championnat qu'on a aujourd'hui, avec des constructeurs qui ont décidé de baisser le prix sur leur moto de N-2, qui ont fait des développements, et à l'issue des disparités, ils ont créé un championnat avec plus de restrictions, etc. Mais il faut bien, moi je le voyais dans le sens où, justement, on ne bride pas les technologies de chaque constructeur. Venez, montrez ce que vous avez apporté, et puis on voit ce qui fonctionne. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des cadres alu ou des cadres périmétriques acier, et que KTM par exemple a abandonné son treillis ou des choses comme ça parce que c'est une solution qui marchait pas forcément, etc. Moi je le voyais comme ça, plus pour justement, dans le côté, se tirer vers le haut. Cette technologie marche, on va peut-être essayer de développer celle-là aussi, ainsi de suite, quoi. Que, comme dit Pierre, essayer d'imposer. Là, ça veut dire qu'en fait, ta solution, elle est pas bonne, ou nous, on l'accepte pas. Donc on ne permet même pas de la développer, on passe sur autre chose. Si c'est bien, tant mieux, et si ça passe pas avec Ducati, qu'est-ce qui se passe d'ici 2-3 ans alors? On change et puis on prend une marque chinoise parce que ça arrange à ce moment-là. Voilà, c'est un peu dommage. Après, Ducati, ils prennent pas trop de risques dans le sens, comme je disais, ils veulent se lancer sur le marché de l'électrique de toute façon. Mais après, voilà, je comprends bien le système des restrictions, mais d'un côté, tu as Energica qui sont implémentés sur ce secteur depuis 4 ans. L'année prochaine, ça fera 4 ans, et qui avaient déjà une sportive électrique avant, mais qui a peu de moyens. C'est un nain, Energica. Donc, eux, ils ont la technologie, mais ils n'ont pas les moyens de la développer. Et de l'autre côté, tu as Ducati qui arrive avec une feuille blanche, mais ils ont les moyens d'Audi et du groupe Volkswagen derrière s'il faut développer une moto électrique. Donc, ça va être difficile de trouver la marge d'évolution, parce qu'il y en a un qui part de 0, mais il va évoluer très vite, alors que l'autre, il est quasiment figé, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ses choix technologiques. Donc, je sais pas si c'était bien aujourd'hui. La technologie est peut-être pas assez mature pour dire... on veut du multimarque. Je comprends l'idée d'avoir du multimarque. On sait très bien qu'il faut des compétitions multimarques. Quand on voit le Super Sport 600, ce que c'est devenu aujourd'hui, il faut du multimarque, sinon ça s'éteint petit à petit. Mais là, je dis pas que Ducati fera bien les choses, ça se trouve ça sera un désastre, et qu'on aurait dû peut-être garder Energica, mais je suis pas sûr que le multimarque soit assez mûr pour cette catégorie en tout cas. Ouais, ma foi, on verra. Ouais, juste si on peut avoir plus de courses l'année prochaine, ce serait bien. Entièrement d'accord. Ouais, des courses aussi courtes? Bah bien, ouais. Par contre, ils vont changer le mode de qualif, je crois. Ah bon? Je crois que j'ai vu, ils vont repartir sur un modèle plus correspondant au MotoGP, quoi. Wow. C'est con, c'était rigolo. Ouais, j'aimais bien. Moi. Ouais. Parce que dès que t'avais un mec qui faisait une connerie, qui coupait une corde, hop là, ce sera dernier. Ouais, justement, moi je trouvais ça bien. On pourrait peut-être penser à ça pour le Moto 3. Ouais, voilà.
Bah, avec les 30 gars qu'il y a sur la grille, t'imagines le temps que ça va prendre de faire oui, c'est sûr. Et là, j'avoue, tu les fais partir 2 par 2 avec 30 secondes d'écart. Ouais, c'est pas con. Hein. Ouais, mais si un drapeau rouge, celui qui est derrière, il a son tour de qualif caché, quoi. Bon, je fais pas organisateur de course encore. Non, mais tu peux donner des idées, c'est rigolo. Bon, alors on parle du Moto 3 justement. Donc les 5 premiers, Romano Fenati 5e avec 160 points. Romano Fenati 5e avec 160 points. Jaume Masia 4e avec 171. Sergio Garcia 3e avec 188. Denis Foggia 2e avec 216. Et champion du monde Moto 3, Pedro Acosta, rookie avec 259 points. Les différents vainqueurs cette année, donc avec une victoire, on a Artigas, Guevara, Fenati et Masia. Sergio Garcia en a gagné 3, Denis Foggia en a gagné 5, Pedro Acosta 6. Et donc, rookie de l'année, Pedro Acosta. Paul, je te laisse démarrer avec évidemment un petit mot sur les Espagnols. Entre autres. Bah, ouais, j'avais marqué en premier point forcément le festival Acosta en début de saison. On peut dire ce qu'on veut, il nous a marqué, hein. Gros, énorme début de saison pour un rookie. Franchement, heureusement qu'il s'est un peu tassé à la mi-saison parce que ça commençait à être assez. Ça valait pas le coup de parier sur les 8 premières courses, quoi. Là, pour le coup, vraiment impressionnant pour un rookie. Moi, je savais pas du tout d'où il sortait. Là, ça m'a épaté. Ça m'a vraiment épaté. Ouais. Après, j'avais noté, dommage aussi la blessure de Sergio Garcia parce qu'il a été un peu plus long à se mettre en route, mais il commençait vraiment à lui donner la réponse, que ce soit en course ou même au niveau des points. Donc, du coup, ça aurait pu donner une belle bagarre jusqu'à la fin. Après, bon, c'est le lot des championnats. On sait qu'il faut pas se blesser, ça peut coûter très cher. Bon, lui, malheureusement, ça lui a fait louper pas mal de courses. Ouais. Et du coup, je pense qu'il avait quand même son mot à dire au championnat. Ouais, c'est clair. Il a manqué. Oui, ça l'a décroché à un moment où il fallait pas, quoi. Et ça me permet justement de te lancer sur le dernier point que tu voulais aborder avec Foggia. Ah ouais, là, lui par contre, voilà, il y a eu une bonne relève du côté de Garcia parce que là pour le coup avec Foggia, on en a eu pour notre argent. C'était assez hallucinant ces dernières courses. C'est pareil, il a mis longtemps à se mettre en route. Honnêtement, moi personnellement, je le voyais pas du tout sur la fin de saison revenir comme ça, alors absolument pas. Et là, il a vraiment donné du répondant. À un moment, je me suis même demandé si Acosta allait pas finir par perdre son titre, enfin sa première place et du coup perdre le titre. Bon, au final, c'est validé, mais il s'en est pas fallu de grand chose. Donc, superbe course, c'est bien revenu du côté de Foggia et de Honda. Du coup, super fin de saison, du Moto 3 comme on l'aime, en tout cas pour la partie bagarre devant. Donc, c'était vraiment une super saison. Ouais, pour la partie sportive, c'était intéressant. Pierre, tu voulais pousser et aussi citer d'autres protagonistes. Ouais. Bon, on va faire Acosta, on va lui en cesser laurier, il les mérite. Hein. Je pense que c'est un phénomène, on n'en verra pas un autre de sitôt comme ça. On a souligné son début de saison spectaculaire, et effectivement, il l'est, mais toute sa saison est incroyable, parce qu'après, à son âge, faire une gestion de points dès le milieu de saison, même un petit peu avant, c'est-à-dire pas forcément chercher toujours la victoire, mais bien aller chercher le top 5 ou le top 10 pour assurer les points, et ce jusqu'à la dernière course. Chapeau, à 16 ans, capable de faire ça, bravo. Sergio Garcia, ouais, forcément, grosse saison aussi avant sa blessure. Et pour moi, toute la saison de Foggia est bien, parce que si on regarde, en fait, sur les 7 premières courses, il fait 5 courses sur des points, soit il finit pas, soit il termine après la 15e place, mais les deux courses qu'il fait, dans cette première course, il est sur le podium déjà. Donc, en fait, il a quasiment toujours fini sur le podium sur les courses où il finissait, quoi. C'est juste qu'il a manqué de régularité, mais il a toujours roulé hyper fort. C'est juste qu'on s'en rendait pas forcément compte à ce moment-là. Donc ça, c'est pour revenir sur les points de Paul. Après, moi, j'ai noté forcément l'équipe Tech 3 avec Denis Sonchou et Sasaki. J'ai trouvé que c'était une saison honnête, c'est leur 2e année, je crois, hein, seulement. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ils ont trouvé un bon rythme. Ils sont
Ils ont trouvé des bons pilotes. Maintenant, faut aller chercher un peu plus souvent le podium pour eux. Et en tout cas, je pense qu'ils ont les armes maintenant pour se battre devant dès l'année prochaine. J'ai noté forcément KTM Mayo parce que même si pour moi, on va en revenir dessus, Massia est un peu déceptif cette année. Il termine 4, Acosta termine premier, donc c'est une très très grosse saison pour le team Mayo. Et j'ai mis Lorenzo Felon, le Frenchie, dans les points forts. Pourquoi ? Parce que on est content de voir un Frenchie tout simplement, même s'il a pas marqué de points. Et il a su trouver le rythme à partir du dernier tiers de la saison, c'est-à-dire savoir rouler dans le même rythme que ceux de devant, savoir rouler dans le rythme de ceux qui sont parfois aux portes du top 10. Après, il a manqué un peu de chance sur certaines courses où il aurait pu vraiment finir dans les points. Et j'espère pour lui que ça va se concrétiser l'année prochaine. Mais pour moi, je le mets dans mes points forts parce que j'ai pas envie d'enfoncer un jeune compatriote comme ça. J'ai envie d'en voir plus. Donc voilà. Ouais, mais je voulais pousser aussi sur Felon parce que comme tu l'as dit, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Et bon, même s'il marque pas de points, c'est toujours dommage parce qu'il avait, on sentait, alors je dirais pas à mi-saison, mais sur les 4-5 dernières courses de la saison, on sentait qu'il y avait la possibilité d'aller les chercher les premiers points. C'est un peu dommage. Bon, il va falloir par contre assez vite marquer des points parce que justement il y a des gros pilotes qui sont partis, donc maintenant il doit là où il jouait entre 15 et 20, faut qu'il passe entre 10 et 15 assez vite quoi. Et ce qu'il a montré quand même sur la fin de saison, je pense qu'il en a le potentiel, et une fois qu'il sera dans ces eaux-là en termes de paquet, c'est là qu'il va falloir encore faire un step supplémentaire pour prendre de l'expérience et puis gérer les courses et puis gérer les enchaînements. Mais ça fait partie de l'apprentissage, et comme tu dis, c'est intéressant de voir un Français dans cette catégorie. Hein. On a besoin d'avoir des pilotes partout, dans toutes les courses quoi, parce que c'est super cool quoi de voir des pilotes qui sont en course quoi. Après voilà, c'est pas une saison franchement elle démarrait difficilement, voire c'était très difficile, et assez vite on a vu qu'il y avait les petites marches qui étaient gravies, donc c'est pas c'est sûr quand on voit ce que fait Acosta en tant que rookie, c'est la comparaison elle est très difficile à faire. Ah oui. Mais c'est comme ça, tout le monde arrive pas avec le même bagage, et par contre il faut mettre ce qu'il faut dans le sac à dos quoi. Et je trouve que Felon il y arrive pas trop mal, il réussit à avancer là où il pourrait baisser la tête et se décourager, et c'est pas le cas, donc c'est vraiment bien. Ouais, on s'en est pas forcément rendu compte facilement parce que c'était pas une progression linéaire. Ouais. C'était une progression par palier, c'est-à-dire qu'il va stagner pendant 5 courses, il fait les mêmes résultats, la même vitesse. Puis d'un coup, on voyait qu'il y avait un step de franchi, et il se rapprochait un peu plus du rythme, ou il était mieux en qualif, ou etc. Donc je te rejoins. Faut vraiment le suivre de près l'année prochaine, en espérant qu'il arrive à faire quelques top 10, en tout cas à rentrer régulièrement dans le top 15 dans les points. Ouais. Comme tu dis, je trouve que ce que tu dis sur le palier, c'est juste, parce que on n'a pas toujours. Après, c'est des zones de pilotes que je regarde pas si c'est pas un Français, et justement d'avoir un Français qui débute, ça nous force un peu justement à voir comment des pilotes qui arrivent dans cette catégorie, on va dire dans ces eaux-là, réussissent à certains moments à tirer leur épingle du jeu, et puis à, comme on l'a dit, à progresser, à avancer et à construire petit à petit une saison quoi. Et c'est intéressant de le voir faire. On va passer aux déceptions. Tu veux démarrer, Paul ? Allez, vas-y. Ouais, moi, je l'avais donné dans un de mes espoirs de la catégorie en début de saison. Je me suis bien trompé. Moi, j'ai mis en déception John McPhee. Franchement, j'ai pas compris sa saison. Je comprends pas. Alors moi, je l'avais noté au départ comme étant sa dernière. Bon, c'est la saison prochaine qui sera sa dernière possibilité. Mais là,
il n'était pas du tout à la place d'un vétéran de la catégorie, quoi. C'est transparent, c'est chute sur chute, c'est quand il finissait la course, on était content, quoi. Donc c'est quand même dommage, quoi. Là, j'ai pas compris. Bon, ça va rejoindre en partie aussi les points de Pierre, parce que là, son équipier a pas forcément été meilleur non plus. Tu vas pouvoir te régaler aussi, Cyril, mais là, ouais, j'ai pas compris. Franchement, déçu, et je me demande comment il va faire pour redresser la barre la saison prochaine et espérer une continuité de carrière, en tout cas sur le monde des Grands Prix. Ouais, Pierre. Ouais, bah je te rejoins sur Malfi, forcément, c'est une grosse déception. En début de saison, il a un peu de malchance, en plus de mauvaises décisions de sa part. Il a cumulé les deux, et puis après, la machine étant enrayée, il était plus du tout en mesure de faire quoi que ce soit, même de se montrer, de faire des coups d'éclat, contrairement à son coéquipier, justement, qui en a fait, lui, des coups d'éclat, en bien comme en mal. Non, je veux pas que troller. Il en a fait en bien comme en mal à son coéquipier, mais John McPhee était transparent toute la saison. Ouais, quoi. ouais. Vraiment, grosse déception par rapport à son expérience et le fait qu'il devrait jouer régulièrement avec sa moto, qui était pas non plus naze, régulièrement plus la gagne, quoi. J'ai mis plein de déceptions. Ouais. Darren Binder, forcément. Parce qu'on attendait une meilleure saison de sa part par rapport à la saison qu'il avait fait l'année d'avant. En tout cas, moi, je l'attendais, en sachant qu'il y a le drama de la dernière course où il fait chuter Foggia. Voilà, quoi. Après, tant mieux pour lui, il passe directement en MotoGP l'année prochaine. Je pense qu'il va falloir qu'il ait les épaules très larges, parce que il va s'en prendre beaucoup. Je serai pas le dernier. Beaucoup. Plus que Miller à son époque, je pense. Donc voilà, à voir là-dessus. Mes autres déceptions, donc c'est Jaume Masia, qui était censé être le numéro 1 chez Ayo. Très rapidement, il a marqué le pas. Même s'il n'a pas été ridicule tout au long de la saison, il n'avait pas le niveau pour égaliser le trio de tête du championnat, donc Acosta, Foggia, Garcia. Donc forcément, c'est déceptif. J'ai noté aussi les deux Japonais, Kaito Toba et Tatsuki Suzuki, qui pour moi avaient fait une meilleure saison 2020 et qu'on pouvait attendre plus de sur cette saison-là. Toba a complètement été transparent. Suzuki, c'était mieux, mais pas assez à mon goût. Ensuite, deux grosses déceptions qui sont un peu liées les unes aux autres. La mort de Jason Pasquier, forcément. Il y a pas grand-chose à dire. C'est horrible de voir ça. Et la direction de course, c'est ma dernière déception. Encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche qu'ils ont, c'est-à-dire assurer la sécurité des pilotes, des équipes, des marshals, etc. Donc, les décisions qu'ils ont prises étaient parfois, encore une fois, là je parle pas des pénalités, plutôt certaines décisions qui concernent la sécurité plus directement. De toute façon, oui, c'est évident que la saison elle a été émaillée par, comme tu as dit, par le drame donc qu'on a vécu. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi d'autres accidents très spectaculaires. Je pense particulièrement à Acosta qu'on a vu passer 2-3 très 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 compliqué. Ouais, à Austin, quand Honcho il se rabat. Il y en a plus. Ouais, il y a ça. Il y a une fois, il se fait rouler sur le buste. Alors, je sais plus par qui exactement, mais Acosta a vécu une saison forte en résultats et aussi en émotion, parce que plus d'une fois il a subi des crashs importants. Ce que tu dis sur la direction de course, c'est problématique pour plein de raisons, parce que effectivement ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire protéger, garantir l'intégrité de la sécurité des pilotes, quoi. C'est assez simple. C'est-à-dire des pilotes qui ont des comportements dangereux vis-à-vis des autres, où faut prendre des sanctions, quoi, et pas légères. Et ils sont pas là, quoi. Donc c'est dommage, parce qu'on a quand même une catégorie qui est intéressante à suivre, parce que c'est très compétitif, et ça devient une catégorie complètement anarchique, quoi. Et pourtant, après, c'est facile à dire de notre position, mais il y a, à mon avis, un gros travail à faire sur ce qui se passe en Moto 3. Mais ça,
Ouais, après on verra. Normalement, il va y avoir des conséquences assez rapidement, notamment sur les âges minimums. Après, est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Mais ceux qui vont arriver seront un peu plus âgés. On aura plus de record de précocité, du coup, je pense, avant un bon moment. Mais ouais, clairement, la direction de course, c'est pas... Et j'ai pas la solution, hein. Je dis pas que c'est facile comme boulot, mais à faire trop dans la demi-mesure, au bout d'un moment, il y a des conséquences comme ça. Il y a eu un mort et on a presque failli en avoir d'autres cette saison, ou des blessés graves. Il fallait, enfin, je sais pas, il faut sanctionner plus durement les roulages en paquet, les pilotes qui s'attendent, c'est plus possible. Les changements de ligne complètement anarchiques. Ouais. Enfin, c'est dangereux, quoi. Il y a mais pas d'autre mot, quoi. Parce que oui, ils font des rappels au règlement régulier, au team, au pilote, ça je sais qu'ils le font. Mais au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table, il faut dire on laisse plus rien passer. Pendant 3, 4, 5 courses, il y en a qui vont essayer. Ouais. Et s'ils maintiennent le cap, c'est-à-dire une sanction dure, immédiate, après les pilotes, ils essaieront plus. C'est tout. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça rejoint un point que j'avais marqué plus loin pour les remarques particulières sur la catégorie, mais c'est ça, en fait, toute la saison, on a parlé des décisions de course qui ne modifient pas le comportement des pilotes. C'est un truc de fou, en fait. C'est comme si tu fais une énorme boulette, bon, on te tape sur les doigts, et puis attention, c'est pas bien, faut pas recommencer. Hein. Oui, bouge pas. Je remonte sur la meule, je refais pareil, et il se passe rien. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc après, les solutions, effectivement, je l'ai pas non plus. Mais là, voilà, va falloir sérieusement redresser la barre. Et puis, j'avais en tête l'accident aussi dont tu parlais, Pierre, là, quand je crois que c'est Anchou qui se rabat dans la ligne droite et qui touche la roue avant de je ne sais plus lequel et qui part dans les bottes de paille, c'est le dos qui tape. Enfin, on a une chance incroyable aussi sur cet accident-là. Donc c'est voilà, va vraiment falloir qu'ils fixent une ligne de conduite, qu'ils s'y tiennent effectivement, pour qu'on ait toujours du spectacle, mais qu'on ait moins d'accidents graves ou moins de comportements qui peuvent amener des situations comme ça. Ouais. Un dernier point peut-être sur ce sujet. Je me souviens que suite, je crois que c'était l'attaque de Binder sur la dernière course. Il y avait Alessio Spargaro, alors il a pas toujours des bonnes idées, je sais pas si c'en est une, mais qui avait parlé d'instaurer une sorte de permis à points pour les pilotes. L'idée peut, en tout cas, ou une autre forme, peut être intéressante, c'est-à-dire que tu fais une erreur, on te retire 1 point, 2 points, ou alors tu as droit à 3 erreurs, t'en fais 3, t'as 2 courses de suspension automatiquement. Enfin, ça fera plus réfléchir les pilotes sur ce qu'ils peuvent faire également. Donc il y a des choses, on peut creuser dans plein de directions, en tout cas, mais c'est dommage qu'on a l'impression qu'on creuse dans aucune direction, en fait. Ah bah non, puis on l'a vu surtout en fin de saison avec des sanctions à géométrie variable où tu sanctionnes le mec parce qu'il fait perdre le titre, parce que il est influent dans la course au titre, alors que la manœuvre elle est c'est sûr elle est stupide et elle a rien à foutre là, mais on a vu bien pire toute la saison sans sanction. Et t'arrives là, le mec c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et c'est dommage parce que la catégorie est, comme je le disais tout à l'heure, elle est intéressante à suivre. Et là, ça devient le bordel. Et après, on va enquiller après sur. Je vais aller dans votre sens pour Binder. Enfin, la saison qu'il fait. Elle est alors catastrophique, c'est pas le mot, parce qu'il se montre quand même certaines fois, mais il a des comportements en course qui sont, le mec à un moment j'ai l'impression qu'il switch, quoi, et qu'il tente des trucs, mais jamais ça peut passer, quoi, et il n'apprend pas. Tu me diras, il y en a qui doivent pas penser pareil, puisque ça lui ouvre les portes du MotoGP, donc tant mieux pour lui. Après, c'est bien, le mec il est formé, il va en catégorie N. Ça va être drôle avec une moto de 250 chevaux. Ouais, c'est ce que je mettais, je comprends pas la logique sportive, mais après c'est pas moi qui signe les contrats non plus, mais Binder pour moi c'est une inconnue, c'est une grosse inconnue, quoi. Oui. Le laisser faire la saison qu'il a fait comme ça, je comprends pas trop la logique derrière. Après on verra bien ce que ça va donner en GP, hein. Comme tu disais, Pierre il va être surveillé comme de l'huile, comme du lait sur le feu. Mais après, il va pas avoir non plus une moto
ultra compétitif pour jouer devant, mais il sera quand même dans le paquet, quoi. Et puis il a un coéquipier dans le box qui est bourré d'expérience, donc s'il arrive à se mettre dans les bons papiers de Dovi, je pense qu'il peut apprendre rapidement. Hein. Apprendre rapidement, je pense qu'il aurait déjà appris pas mal en Moto 3, quoi. Là, j'ai l'impression de voir un pilote qui n'apprend pas, quoi. Qui capitalise pas. Il capitalise sur rien. T'as l'impression d'avoir une sale caboche, quoi. C'est une tête de cochon. Enfin, on va parler d'une autre tête de cochon bientôt, mais moi je trouve que non, ça capitalise pas. Après, ça peut changer, on verra. J'espère pour lui, mais j'y crois pas trop. Après, on verra. Moi, je garde mes arguments pour le débrief MotoGP, parce que je pense qu'il y avait d'autres solutions que de signer un gars qui fait 7ème. Ah, ça c'est évident. Et qui montre ce qu'on a vu cette saison. Enfin, ils se sont plaints de Christophe Ponson à une époque qui effectivement tournait à plusieurs secondes de tout le monde, où il n'était pas dangereux en piste. C'est ça. Donc on verra la saison prochaine. On est en tournant, quoi. Au niveau des surprises, tu voulais nous parler d'un pilote italien ? Ouais, ça change un peu d'espagnol. Romano Fenati, j'ai trouvé que sa saison vraiment intéressante. Moi, j'étais personnellement plutôt content de le revoir devant, dans le sens où c'est un pilote qui a un style qui me plaît quand il s'occupe que de ses leviers. Et du coup, suite à son interruption de carrière ou de montée en flèche dans sa carrière, je trouve que c'est bien de le revoir devant, de revoir que voilà, il a toujours la grinta, il peut toujours gagner des courses, se battre devant régulièrement. Donc ça m'a fait plaisir. J'espère qu'il va maintenant nous refaire une belle saison l'année prochaine, et puis que c'est reparti et qu'on peut mettre derrière les petits écarts de comportement qu'il a pu avoir dans le passé. Ouais, mais ça m'a étonné de voir qu'au final il fasse 5ème au championnat, parce que j'ai eu l'impression de le voir, on va dire, sur 3-4 courses jouer devant, et en fait non, il a joué beaucoup entre les 5 et 10 sur beaucoup de courses, et effectivement il s'est montré sur assez peu d'épreuves, mais ouais, ça fait 4 podiums, une seule victoire. Ouais, c'est pas. Moi, j'ai eu du mal à savoir si j'étais déçu ou surpris par sa saison, quoi. Parce que j'en attendais plus, forcément, pour un pilote de son expérience, mais on le connaît aussi, donc c'est compliqué. Et on le voyait pas si souvent devant. Donc après, une 5e place au général, il mérite son guidon en Moto 2 l'année prochaine, et puis on verra, quoi. J'espère qu'il va en profiter pour montrer vraiment ce qu'il sait faire. Ouais, je vais rejoindre plutôt Paul sur Fenati. J'en attendais rien, parce que la saison de son retour, je crois que c'était l'année d'avant, était mauvaise, honnêtement. Encore il pouvait démontrer qu'il avait de la vitesse, mais il n'arrivait pas à conclure. Cette saison, comme tu as dit, il a fait son trou. Moi, je l'attendais pas du tout. Je pensais qu'en fait, il n'arriverait pas à revenir à son niveau d'avant. Je trouve qu'il l'a retrouvé. Il a toujours un pilotage assez particulier qu'il ne met pas toujours en valeur dans cette catégorie. Il a des trajectoires un peu différentes des autres, et du coup, il a besoin de plus de place sur la piste pour s'exprimer. Rouler en paquet, c'est pas trop fait pour lui. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, pour moi, c'est plutôt une surprise, une bonne surprise. Voilà, je voudrais forcément parler. Bon, on en a déjà parlé, mais d'Acosta, parce que c'était une totale surprise. On savait qu'il était vite par rapport à ce qu'il faisait en Kiss Cup, mais c'est pas toujours facile de sauter le pas. Et je voulais aussi parler d'Izan Guevara. Je l'ai pas parlé dans mes points positifs, mais c'est aussi une bonne surprise en tant que rookie. Il a fait aussi de très très bonnes choses. Il termine 8e au général. Avec notamment une victoire. Voilà, bravo à lui. Encore un Espagnol, malheureusement, on va pas s'en sortir. Dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes pilotes de ce calibre qui viennent d'autres pays. Mais c'est bien à de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Ouais, Guevara, ça fait plaisir que t'en parles, parce que c'est
c'est un pilote, pour un rookie, c'est bien ce qu'il a fait. Il a vraiment bien construit sa saison, ça progresse. Et puis en fin de saison, on l'a vraiment vu plutôt à l'aise, quoi. Donc c'est un pilote qui a profité de sa saison de rookie pour apprendre, progresser et finir la saison à jouer devant. Bon, pas tout le temps, hein, mais à courir devant, c'est intéressant, quoi. C'est parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure pour Acosta, tout le monde peut pas débouler comme lui en Moto3 et être champion du monde. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des rookies qui arrivent avec des armes différentes et qui peuvent capitaliser sur tout ça, quoi. Après, il y a forcément du travail d'équipe derrière, mais c'est intéressant de voir des pilotes qui arrivent à progresser et à bien finir la saison, quoi. Parce que ça peut lui permettre s'il reste sur la même dynamique en début de saison 2022, bah, il peut se montrer sur les 5-6 premières courses et puis voir la suite plus sereinement, quoi. Tout à fait. Ça peut être intéressant. Totalement, puis ça reste des jeunes pilotes, hein. Je viens de regarder, là, 17 ans. Ouais. Gros niveau à 17 ans. Là, comme quoi, le statut de rookie, si c'est bien préparé avant, ils sont vraiment impressionnants. C'est sûr que c'est pas la comète Acosta, mais c'est une exception, hein. Là, pour un rookie, il fait une super saison aussi, Guevara. Donc, hâte de voir aussi la saison prochaine, ça promet du beau spectacle. Pour clôturer sur le Moto3, tu avais une petite remarque particulière sur la catégorie, Pierre? J'aimerais parler de Gabriel Rodrigo, qu'on peut quand même classer dans les grosses déceptions de cette saison. Ouais, moi j'en attendais un peu plus, quoi. Là, on l'a vu encore moins souvent que Fenati, je tendance à dire. Ouais. Et pourtant, il y avait beaucoup de promesses, quoi. Mais ouais, je me souviens notamment de sa course qu'il avait fait en Argentine, qui avait beaucoup marqué les esprits, mais depuis cette saison, il fait qu'un seul podium et il termine pas les 3/4 des courses qu'il fait. Donc voilà, juste ce grosse déception, 19e au général, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, j'avais même pas été voir. Ouais. Non, ouais, très loin. Et pour enchaîner sur le dernier point que je voulais aborder, ouais, donc la catégorie, c'est une catégorie que j'aime beaucoup, qui est très spectaculaire, mais malheureusement, elle est trop dangereuse aujourd'hui. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Et j'aimerais voir enfin un nouveau constructeur arriver. Parce que bon, Honda, KTM et puis les autres ersatz de KTM, Husqvarna, Gaz, tout ça, bon, c'est les KTM. J'aimerais bien voir, je sais pas, Yamaha, c'est quand même une constructeur qui a des moyens, qui a déjà des motos de série qui sont à peu près dans la même cylindrée. J'aimerais bien voir un nouveau constructeur dans cette catégorie, bousculer un peu le game, parce que bon, toujours Honda, KTM, c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça uniformise un petit peu le plateau. Et ouais, c'est dommage qu'il y en ait que deux, quoi. Mais après, c'est vrai que pour ceux qu'on connu il y a une bonne vingtaine d'années, quand il y avait encore, je sais pas, Aprilia ou plein de constructeurs justement qui étaient, je dirais pas spécialisés, mais qui étaient très compétitifs sur les moyennes et petites cylindrées, quoi. Donc c'était autre chose. C'est bizarre parce que maintenant venir en Moto3 maintenant, c'est compliqué puisque tu vas partir avec un retard technologique assez important, je pense, sauf si tu réussis à débaucher et à trouver une bonne équipe pour t'équiper. Mais pour t'aider à développer, c'est à voir. Mais oui, de toute façon, le multimarque, c'est toujours intéressant, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, Paul? C'est vrai que je réfléchissais en même temps en lisant ce que Pierre avait marqué, hein, mais comme tu dis, venir maintenant en Moto3, compliqué, mais moi je suis partisan de plus il y a de marques, mieux c'est. C'est pour ça que j'adore le Superbike, hein. T'as des solutions différentes, des possibilités de concurrence différentes. Donc là, forcément, parce que le problème qu'on voit là aujourd'hui, c'est que pour moi, la catégorie, tu vois, il y a
une décision qui s'est faite un petit peu aussi en début de saison quand on voyait que les Honda ramaient un peu les courges au départ, on les voyait pas, il y avait beaucoup de KTM devant, et bon après ils continuent de développer, donc forcément ils trouvent une autre solution, mais le fait est que t'as forcément un constructeur qui prend de l'avance, donc ces pilotes prennent de l'avance, un troisième là-dedans pour chambouler un peu l'ordre établi, ça peut faire que du bien. Après quelle mise en place, comment, avec quels moyens, effectivement là c'est d'autres questions, mais plus ils seront de constructeurs, mieux ce sera. On passe au Moto 2 ? Génial. Dis-le avec le sourire. Alors, sortez vos oreillers. C'est pas bien, c'est très bien le Moto 2. Alors, 5e au général, Augusto Fernandez avec 174 points, Sam Loves 4e avec 190, Marco Bezzecchi 3e avec 214, Raoul Fernandez 2e avec 307 points, et champion du monde, Rémi Gardner avec 311 points. Les différents vainqueurs de l'année, donc Di Gianantonio et Bezzecchi, en ont gagné une chacun. Sam Loves en a gagné 3, mine de rien. Rémi Gardner 5 et Raoul Fernandez quand même 8. Rookie de l'année, évidemment, Raoul Fernandez qui est 2e au général. Et pour démarrer, comme d'habitude, Paul. Eh ben, écoute, les points forts, ça va pas être une surprise pour personne. Encore et toujours l'équipe Ayo et la bataille pour le titre. Ayo, là, cette année, alors j'ai pas refait le compte, mais je crois qu'il il doit y avoir que 3 courses dans la saison où on n'a pas une Ayo sur le podium. C'est assez ahurissant ce qu'ils ont fait. Intouchable toute l'année, des pilotes, bon, forcément, là pour le coup, au-dessus du lot, et une bataille pour le titre qui était juste géniale. Donc c'était, ça a au moins animé la catégorie. Bon, il y a eu quelques belles courses, il y en a eu beaucoup de moins belles, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant que je voulais souligner pour cette saison. Pierre, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Ouais, déjà, Ayo, t'as raison, ils ont fait une saison énorme, je sais plus combien ils ont fait de doublés, premier, deuxième, ils ont dû en faire 6 ou 7 sur la saison, ce qui est énorme. Je voulais aussi rajouter Gardner versus Fernandez, à la fois le fait qu'ils soient tous les deux très forts dans la même équipe, mais qu'ils soient aussi l'un contre l'autre en fin de saison pour le titre. C'est vraiment un point fort de cette saison parce que ça a rajouté du piment à cette catégorie qui en manque souvent. J'ai beaucoup aimé, je le mets comme ça, mais bon, voilà, la livrée du team American Racing pour leur Grand Prix national à Austin, elle était vraiment magnifique avec le drapeau américain. J'aimerais bien qu'on voit plus de livrées de ce style-là chez d'autres teams pour d'autres courses, quoi. C'est toujours cool, je trouve. Ouais, pour des petits events, je trouve que ça amène toujours un petit truc sympa. Et ça manque. Enfin, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu. Après, bon, il y a les partenaires, etc., qui font que c'est pas très flexible. Mais je trouve que les petites choses comme ça, après, faut que ce soit bien fait. Et tu vois, typiquement ce qu'a fait American Racing à Austin, je trouve que c'était bien. C'était chouette. Et ouais, faudrait qu'il y en ait un petit peu plus, quoi. Moi, en point fort, évidemment, je vous rejoins sur Ayo qui a complètement tout pété. Moi, j'ai bien aimé la saison de Canet quand même pour sa 2e saison. Ça progresse avec 5 podiums, 6e au général. Il manque la régularité, mais j'ai trouvé que Canet, c'est un pilote qui est assez bizarre à cerner, je trouve. En Moto 3, il a été un petit peu long pour faire ses preuves. Là, en Moto 2, la saison de rookie a été moyenne sans plus. Et là, je trouve que c'est intéressant. C'est un pilote que j'aime bien, qui est spécial aussi. Je pense que c'est intéressant de le voir progresser. Et bon, quand on voit qui monte en MotoGP l'année prochaine, je pense qu'il avait sa place aussi. Mais bon, à maintenant, ça va être à lui de bien capitaliser sur cette progression et puis de confirmer pour sa 3e saison, quoi, parce qu'il faut continuer d'avancer, quoi. C'est cool. Et puis aussi une belle saison d'Ogura en rookie qui est P8 au général.
Bon, c'est pareil, hein, il y a le même, je dirais pas problème, mais il y a la même focalisation sur un rookie très performant avec Raúl Fernandez. Donc on oublie un petit peu les autres, mais quand t'es rookie en Moto 2 et que tu fais 8e au général avec un podium, surtout une deuxième place, c'est quand même une performance qui est pas anodine. Et c'est intéressant de voir un pilote japonais se montrer aussi performant en Moto 2, quoi. Parce que il manque un petit quelque chose, je trouve. Moi, j'avais un petit peu oublié, c'est vrai qu'il remontait en tant que rookie. Et quand on voit la saison qu'il avait fait en Moto 3, la précédente, où il se battait pour le titre, c'est bien payé, comme quoi c'était pas c'était pas un feu de paille. Donc, hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine aussi. Pour Canet, je te rejoins. C'est un pilote que j'aime bien voir rouler. En plus, il reste chez Ponce l'année prochaine. Donc, il a ses bases, il a ses marques dans l'équipe. Donc ça peut faire quelque chose de sympa aussi, d'autant qu'il y a quand même un petit peu de mouvement dans la catégorie avec les départs de pas mal de pilotes, donc ça peut ça peut promettre, espérons cette fois de la bagarre pour l'année prochaine. Ouais. Alors ça, t'as mis des cierges déjà, parce que commence tout de suite. Hein. Écoute, moi, ça me permettait d'envoyer sur mes déceptions de l'année. Allez, vas-y, démarre. La déception de l'année, moi j'ai mis la saison de Bezzecchi parce que je l'attendais plus performant, plus en mesure d'aller se battre pour le titre, mais ça rejoint mon deuxième point qui lui est lié. Hein. L'équipe VR46 qui a pas été en mesure en fait d'aller contrer Ayo, dans le sens où, pour moi c'est une équipe qui est ancrée depuis longtemps. VR46, ils ont des capacités techniques, ils ont de très bons managers, ils ont déjà montré largement qu'ils pouvaient être devant. Donc j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé pour qu'ils trouvent pas le petit truc pour aller chercher les Ayo devant. Est-ce que ça vient du pilote, est-ce que ça vient de la moto, est-ce que Ayo avait quelque chose de plus, mis à part son duo de fous furieux? Je sais pas, mais ça fait partie de mes déceptions pour cette saison. Il y a de l'ultra compétitivité de la part d'Ayo, hein. C'est-à-dire que voilà, quand tu dis que t'es déçu par Bezzecchi, je te trouve un peu dur, parce que oui, il a pas pu aller les chercher, quoi, mais personne n'a pu aller les chercher, quoi. Même un Sam Loves qui a pourtant de l'expérience, qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière, qui a bien démarré cette année, tu te dis ouah, ça va tenir. Ouah, non, ça tient pas. Pourtant, il est dans une bonne équipe aussi. Marc VDS, c'est quand même pas rien. Marc VDS, ils ont fait la pluie et le beau temps en Moto 2 pendant une bonne période, et de voir que personne n'est en mesure d'aller les chercher, c'est chiant. Non, ils ont le même moteur que tout le monde, ils ont les châssis aussi. Voilà quoi. Ils sont plus compétitifs, hein, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que le plateau est hyper disparate, quoi. C'est que t'en as deux devant qui font leur vie, et derrière t'en as qui tirent la langue comme des fous, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Ouais, je vous rejoins tous les deux sur les, on va dire, les marques VDS et les SkyVR 46 qui cette année n'ont pas réussi à se mettre au niveau de Ayo, qui a dû trouver quelque chose en plus, ou alors qui a payé plus cher qu'Alex pour avoir un meilleur châssis, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sûr que c'est la grosse déception de la saison, c'est qu'il y avait Ayo et les autres, quoi. D'une manière générale, il y a quand même un manque de compétitivité dans la catégorie. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 tours, il y a déjà beaucoup de pilotes qui roulent tout seuls, quoi. Donc il y a peu de paquets. Voilà, c'est la déception générale, quoi. On peut pas dire que les pilotes ont pas le niveau, mais on sait pas trop ce qui cloche. Pourtant, il y a plusieurs. C'est le même moteur Triumph. Il y a plusieurs constructeurs de châssis. Bon, qu'Alex a forcément un temps d'avance, mais il y a de la diversité, donc je sais pas trop. Il y en a peut-être trop, il y en a peut-être pas assez, je sais pas quelle est la solution. Ma grosse déception également, et je te rejoins là-dessus, Paul, je vois que tu l'as marqué aussi, c'est Joe Roberts qui confirme pas. Cette saison, il a presque moitié moins de points que l'année dernière, qu'en 2020. Donc il est pas au niveau de là où on attendait, et lui,
Je pense que lui, il n'y a pas que la machine, c'est juste, il n'a pas su capitaliser sur ce qu'il avait montré en 2020. Et c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de place en MotoGP à prendre cette année. Donc, tant pis. Bah, d'autant que lui, il avait refusé la place que lui proposait Aprilia à un moment. Mais c'est vrai. En disant je reste en Moto 2 parce que je veux viser le titre. Bah écoute, c'est bien vu ça. Là pour le coup, il a loupé le train et il a pas pris le train du MotoGP l'an dernier. Avec ce qu'il a montré cette saison-là, je pense qu'il sort des papiers et mine de rien. Ça rejoindra un peu quand même ce qu'on disait sur Darryn Binder avant. Il y a une époque, pour avoir des guidons en MotoGP, il fallait se battre, limite éliminer le concurrent d'à côté parce que il y avait un guidon pour 17 pilotes. Là, t'es dans une période où il y a des guidons à promouvoir. Ça va pas durer comme ça très souvent, hein, parce que là, ils signent des contrats d'1 ou 2 ans. Les Top Guns sont en train de monter de la petite catégorie. Ça fait là, avec Acosta dans les pattes. S'il fait la même saison que cette année, ça va, on va l'oublier. Hein. Il aura pour lui sa nationalité, mais c'est tout. Hein. Ça devient complexe, quoi. Donc c'est dommage d'avoir annoncé des choses et en plus de la saison juste après de se foirer complètement, quoi. C'est là que tu vois que tout le monde n'est pas Zarco. Totalement. C'est là on a exactement le contre-exemple parfait. C'est ouais. Après, tu vois, dans les déceptions que j'avais notées, moi j'avais noté aussi Xavi Vieré, dans le sens où il jouait quand même placé les autres saisons, on le voyait quand même devant, en mesure de faire des coups d'éclat. Bon, après plusieurs saisons en Moto 2, je m'attendais à ce qu'il puisse jouer devant aussi, à ce qu'il puisse confirmer, affirmer son statut. Bon, au final, une saison transparente, et puis le voilà parti chez Honda en Superbike, on verra bien ce que ça donne, hein, mais bon, ça peut faire partie d'un autre sujet, hein, le Honda Superbike, ne te lance pas. Aïe. Non, mais Vieré, voilà. Moi j'avais bien aimé son arrivée, toute sa période, tu vois, l'année avant Tech 3, son année chez Tech 3, elle est intéressante. Et après, il a la possibilité de courir avec des équipes qui sont compétitives en Moto 2, et en fait il a eu plusieurs fois sa chance, il a jamais su passer ce cap, donc voilà, au bout d'un moment tu finis chez Honda en Superbike, quoi. Voilà, c'est dommage, hein, parce que il y avait beaucoup de, je dirais pas d'espoir, hein, parce qu'il faut pas non plus il y en a d'autres qui savent saisir leur chance de manière beaucoup plus nette. Mais ouais, Vieré, il y avait du potentiel, il y a eu, je pense, des moyens pour qu'il saisisse sa chance, et ça n'a jamais pris. Donc voilà, c'est une déception. Après, c'est comme ça, hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, mais ouais, c'est exactement ça. On peut pas tous les pilotes Moto 2 peuvent pas passer en MotoGP, n'ont pas le niveau, etc. Il y a forcément des fins de carrière un peu déceptives. Vieré, il a eu sa chance, c'est un briscard de la catégorie. Là, il a plus le niveau cette année. Il a eu une bonne opportunité de faire autre chose, avec peut-être plus de visibilité ailleurs. Je pense qu'il a bien fait de la saisir, parce que c'est parfois très difficile. En Moto 2, c'est très difficile de faire des résultats quand t'as pas une bonne moto. Et en plus, quand ton niveau commence à être moindre, parce que, si je me trompe pas, il a vécu la transition des Honda 600 vers du Triumph. Hein. Voilà, donc plus d'électronique, un moteur différent. C'est peut-être ça aussi qui a fini d'achever, entre guillemets, sa compétitivité, quelque sorte, dans cette catégorie. Ouais, on va passer aux surprises. Paul, je te laisse démarrer. Allez, c'est parti. Les deux surprises, toujours les mêmes de toute façon. Moi, la surprise principale, c'était Rémi Gardner, parce que très honnêtement, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Quand il est parti alors si je dis pas de bêtises, il était chez Stop & Go l'an dernier. Quand je l'ai vu signer chez Ayo, j'ai pas compris pourquoi lui était signé. Alors, c'est là qu'on voit qu'Ayo est un excellent team manager. C'est que il a signé une pépite qui finit par gagner. Donc excellente surprise sur sa saison, solide, calculateur mine de rien. Les courses où c'était pas génial, il a su jouer placé. Au final, il gagne son championnat, donc super. Et puis forcément la performance de Raúl Fernandez. Alors là,
c'est pareil, quoi. Encore un rookie qui débarque là-dedans, hallucinant. La vitesse, il en gagne 8 jusqu'à la fin. Moi, je pensais qu'il allait même pouvoir ravir le titre. C'était vraiment hallucinant. Ici, il est titré. Superbe. Il est champion moral. Commencez pas avec ça. De quoi? C'est lui qui l'a dit. Ah bah ouais. Je ne veux pas le savoir. J'ai complètement omis cette information. Oh, c'est rigolo. Il déconne. Oui, au moins c'est quelqu'un qui s'est préparé son arrivée dans une nouvelle équipe et dans une nouvelle catégorie. Tu vois, le gars met toutes les chances de son côté d'entrer. Bah, il y a ça et le fait qu'il recadre. Il a recadré qui? Il a recadré Pedro Acosta sur Instagram. Parce que du coup, Fernandez, il faisait la gueule sur les photos d'équipe Tech 3 officielles. Quand il était à côté de Gardner, franchement, il tirait la gueule. Et du coup, les photos, elles ont été mises forcément sur l'Instagram de toute l'équipe et des pilotes. Et il y a Pedro Acosta qui met un petit commentaire en disant tu pourrais sourire quand même sur les photos. Et Fernandez, pardon, de Raúl Fernandez qui se permet de dire à Pedro Acosta si tu veux te concentrer sur ta prochaine saison de Moto2, ça serait bien quand même, un truc comme ça. Allez, c'est cadeau. Occupe-toi de faire. Ouais, mais c'était gratuit, quoi. C'était purement gratuit. Ouais, du coup, les deux événements, c'était à quelques jours d'intervalle, ça m'a vraiment fait baisser l'estime que j'avais pour ce pilote, parce qu'effectivement, en termes de talent, il n'y a rien à dire. Mais ouais, il a un peu une Lorenzite aiguë, quoi, hein, ce monsieur. Mais pourtant, il n'est pas encore champion du monde. Bon, c'est un great rider. C'est un grand pilote. Ça. Pas encore. Ouais, mais faut savoir tenir sa langue quand même, quoi. C'est tout. Je trouve que, comme tu dis, on a tous, quand on le voit piloter, jouer le titre quand t'es rookie en Moto 2, tout le monde se dit, waouh, génial. Et puis, quand tu découvres une personnalité comme ça, forcément, ça ternit un peu le tableau et c'est dommage. C'est dommage parce que il pourrait arriver en MotoGP avec le même palmarès sportif. Mais une image un petit peu plus sympa, quoi. Mais c'est ça, mais je pense que le premier truc où il se dit champion moral, c'est plus une erreur de com. On comprend bien ce qu'il veut dire. C'est mal dit. Il aurait pu tourner autrement parce qu'en plus il adresse une pique gratuite à son coéquipier. À ce moment-là, il y avait des choses à faire. On pouvait dire sur la saison, c'est moi qui ai eu le plus de victoires. Voilà, j'ai montré aussi que je méritais le titre, un truc comme ça, et on aurait compris. Mais voilà, et puis après, par contre, il y a des choses qui sont plus de l'erreur de com, mais qui sont juste presque d'être quelqu'un qui est désagréable pour être désagréable, quoi. Et là, tu fais chier, quoi. Dommage. Moi, je dis bon courage à Tech 3 qui accueille un pilote. Ouais, après avoir une saison avec plutôt des très mauvais résultats, mais on va dire a priori une ambiance correcte dans l'équipe, ça va être tout bêtement autre chose cette année, je pense, pour eux. Ça on en parlera, je pense, dans la préparation de la saison prochaine, mais Raúl Fernandez, ça va être sympa à suivre, je pense. Bonne chance. Quand même, il devrait. Ouais, ça va être sympa. Mais après, je pense que, tu vois, c'est quand même intéressant de voir qu'un pilote comme ça va passer donc de IO jusqu'à Tech 3. Il va arriver avec des team managers qui sont quand même atypiques, quoi. Tous les team managers ont leur personnalité, que ce soit Puig ou Jarvis, etc. Mais Poncharal, il y a un côté, à chaque fois, je le considère lui plus comme le père de ses pilotes que comme leur team manager, quoi. C'est ça qui est marrant, et de voir un Raúl Fernandez débouler comme ça, j'espère que Poncharal va réussir à garder son sang-froid. Après, l'avantage qu'a Poncharal, c'est qu'il a quand même beaucoup travaillé sur les petites catégories avant, donc des jeunes pilotes, il a l'habitude de les gérer.
Donc espérons que ça morde. En tout cas, pour une sortie de saison, ça manque de classe. Ouais. C'est ça, parce que Ayo, toute la saison, il a réussi à le tenir, son Raúl Fernandez. C'est juste que saison finie, Raúl Fernandez s'est lâché. J'avais pas tout le soutien de l'équipe, etc. Mais Ayo a l'expérience, je pense qu'il a su canaliser ça durant la saison. Et puis c'est sorti là avec la déception de pas obtenir le titre qu'il avait à portée de main aussi, quoi. Donc, et si on revient aux surprises, vas-y. Messieurs. Donc forcément, j'ai noté les rookies, Raúl Fernandez et Ogura, qui sont des très bonnes surprises. Pour en revenir, toi, t'avais classé ça, Cyril, dans les points forts. Moi, je l'ai plutôt mis dans les surprises, Canet, parce que je trouve que c'est sa deuxième saison. Il a fait une très bonne saison de rookie l'année dernière. Et là, il termine 6e sur une speed-up Boscoscuro. Donc, c'est le premier pilote qui est non Calex. C'est vraiment très, 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 très bon. J'ai pas regardé je me souviens plus trop s'il reste en team ou pas l'année prochaine. Mais voilà, pour moi, c'était une surprise. Je ne l'attendais vraiment pas là. Canet, honnêtement, je sais pas, c'est épidermique, c'est un pilote qui ne m'intéresse pas depuis qu'il est en Moto 3. J'arrive pas à m'intéresser à ses résultats. Non, vraiment. T'es dur. Il fait des choses. Hein. Non, mais il m'a rien fait. Encore une fois, c'est un bon pilote, mais il me laisse assez indifférent, en fait. C'est plutôt ça. Donc, mais faut reconnaître ses performances sont là. Donc, très bonne surprise, à mes yeux. Et faut qu'il continue comme ça. Je le dis après, mais il y a un gros turnover l'année prochaine. Il y a quand même, 4 pilotes de tête, qui sont Garner, Fernandez, Di Gianantonio et Bezeki qui sont bons. Il y a de la place devant. Bon, il y aura toujours Sam Lowe qui gagnera quelques courses par saison, mais voilà, il y a de quoi se faire tenter quelque chose l'année prochaine. Donc, il est dans les rangs pour le faire, et j'espère pour lui qu'il pourra se battre pour le titre. Est-ce que tu veux en remettre une couche sur tes surprises, Paul? Après, c'est les remarques sur la catégorie. Ouais, vas-y sur la catégorie. Hein. Après, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs saisons. C'est voilà, que faire pour que ça se bagarre, quoi. Parce que tu l'as dit, ils ont les mêmes moulins. Il y a 3 ou 4 châssis différents. Il y a de l'électronique, les pilotes sont pas mauvais, ils ont tous les mêmes pneus. Franchement, je comprends pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Là, c'est ahurissant un tel écart. Parce que même si on avait tout à l'heure, on disait que Ayo était devant, mais c'est pas une équipe qui est juste devant, c'est une équipe devant. Et comme vous dites, derrière il y a un pilote, puis après il y en a 2, et puis après un. Enfin, il n'y a pas de logique en fait. Ça pourrait être une équipe qui domine et les autres qui se tirent la bourre derrière, mais même pas. Donc là, je comprends pas. Donc globalement, ça donne des courses où s'il y en a vraiment un qui arrive à avoir la demi-seconde qu'il faut, c'est fini. On regarde 23 tours. Voilà, au moins c'est la seule catégorie où par contre il passe du temps sur les pilotes de derrière, parce que du coup dès qu'il y a un dépassement, il monte le dépassement même si c'est pour la 22e place, quoi. Ça. Donc ouais, voilà, juste ça. C'était les seules remarques. Après, moi, c'est une catégorie que j'aime bien, c'est une cylindrée que je trouve intéressante, donc c'est pour ça que je suis un peu déçu que ça marche pas plus en fait en termes de spectacle. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Pierre, sur ta parfaite deuxième remarque? On se fait chier. C'est vulgaire, mais on se fait chier, oui, non, faut le dire. Après, une course sur 2, on attend la chute de Tom Luthi ou de Simone Corsi, au choix. C'est souvent une loterie entre les deux. La compétitivité n'est pas là. Je pense que Carbello Espeleta doit s'arracher le peu de cheveux qui lui reste pour trouver des solutions là-dessus. Et il a essayé des trucs, honnêtement. C'est pas faute, mais... tu trouves qu'il a essayé quoi en Moto 2 ? En tout cas, moi, je me souviens des années Zarco. Parce que je trouvais que c'était déjà... plus compétitif entre différents teams, voilà, et que ça se dégrade à travers chaque année, ça devient de pire en pire, je trouve. Il y a de moins en moins de pilotes qui peuvent jouer les avant-postes. Donc l'année prochaine, si on continue comme ça, il y a qu'un seul pilote qui va écraser tout le monde, quoi. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais quand même noter, c'est la retraite de Tom Luthi à la fin de cette saison. Qui fait pas une bonne saison, honnêtement, qui a été marqué par la mort de Dupasquier également, mais qui fait 27 points, qui finit 22e. C'est pas comme ça qu'on aurait voulu se souvenir de lui, mais c'est vrai que sa saison en MotoGP a complètement cassé sa dynamique, je trouve. Il a pas su
revenir ensuite aux avant-postes, même si effectivement il n'a pas toujours les meilleurs packages, il faut le reconnaître. Non, mais c'est un pilote qui était compétitif avant de monter en MotoGP, hein, comme tu l'as dit. Et en fait, la montée en MotoGP, sa montée, elle est assez similaire à celle de Rabat. Hein. Rabat, il était aussi très compétitif en Moto 2. Il est monté en GP. Bon, bah, lui, il a eu des chutes et il s'est blessé, donc c'est encore autre chose. Ouais, c'est les marques VDS Honda en MotoGP, elles ont plus pété des carrières que servi de tremplin, quoi. Et... Oui, clairement, Miller a failli passer Miller aussi. Il est passé à deux doigts. Hein. Mais bon. Ouais, Moto 2, c'est dommage, hein, parce qu'on a quand même des pépites qui courent. On n'a pas cessé de le dire, mais la saison que fait Fernandez pour un rookie, c'est exceptionnel. Et malheureusement, l'exceptionnel est terni par l'ultra-domination d'Ayo, quoi. Et enfin, terni, c'est un mot un peu dur, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que le gamin, enfin, je dis le gamin, mais il est rookie, il en gagne 8. Enfin, on n'a pas vu ça souvent, quoi. Et ça passe pour, bah ouais, mais bon, il est chez Ayo, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Il a, là où on peut le comparer, c'est quand même, en termes de victoire, il a dominé son coéquipier, qui n'est pas un rookie. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il a un très bon niveau, c'est pas que la moto. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, les autres pilotes n'ont pas eu tout à fait jeu égal avec lui concernant le matériel, et peut-être qu'il en aurait moins gagné, et Gardner aussi d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cet écart-là, mais vu qu'il a quand même plusieurs fois aussi, pas que gagné devant son coéquipier, mais l'a battu en course, pour la première place. On peut se dire qu'il a quand même du talent et que c'est pas que de la chance d'avoir un bon package, quoi. On a fait un tour assez large de ces saisons 2021 sur les 3 catégories, donc Moto I, Moto 3 et Moto 2. Vous avez quelque chose à rajouter, Pierre et Paul ? Non, pour moi c'est bon. Hâte de voir ce que vont donner les essais de pré-saison, et puis après le début de la saison, surtout voir si qui va être devant et comment ça va se passer. Ouais. Ça on veut. Ouais, pas beaucoup plus à rajouter. J'attends le débrief MotoGP avec impatience. Je pense que les auditeurs aussi. Il va venir. Ouais, je sais. Hâte que la saison reprenne, mais avec de la compétitivité dans toutes les catégories et de la sécurité aussi, surtout. Ouais, c'est surtout ce point-là qui a, à mon avis, pêché cette année principalement sur le Moto 3, parce qu'au Moto 2, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Mais je te rejoins sur la sécurité. Donc voilà, on va se préparer pour l'année prochaine. Non, mais franchement, avec le Covid, c'est pas sûr qu'on fasse toutes les courses. Hein. Là, c'est toujours pas en train de s'arranger. Là, c'est pas en train de s'arranger. Grand Prix de France au mois de mai, bon courage. À commencer par là. Donc on verra bien. Sur ce, on va essayer de se retrouver, je pense, fin janvier, début février pour le débrief MotoGP et puis Superbike aussi, puisque effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'à nouveau, ce sera en distanciel, puisque compte tenu du contexte, je miserai pas lourd sur la possibilité de faire ça. De faire ça autour d'une table, mais j'espère que côté auditeur vous aimez ça, que ça vous a plu, et puis on va essayer d'animer un petit peu le Discord pour autour de ce débrief. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis à en discuter avec nous. Voilà, merci à vous et puis ciao. À la prochaine. Ciao. Yes, à bientôt. Salut tout le monde.